Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau Security Book, toujours aussi passionnant. Notre précédent numéro avec Thierry Orozco, l'ex-patron du GIGN qui avait écrit un livre avec l'ex-patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, a été un vrai succès. Je vous invite d'ailleurs à le regarder sur A-News Sécurité si vous ne l'avez pas déjà vu. Aujourd'hui, on continue avec les troupes d'élite françaises et plus exactement avec les forces spéciales, avec mon invité Christophe Gomard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'A-News Sécurité, général de corps d'armée, ex-patron du 13e régiment de dragons parachutistes, régiment intégré aux forces spéciales de l'armée française, commandant des opérations spéciales de 2011 à 2013, puis directeur du renseignement militaire de 2013 à 2017. Vous venez de sortir ce livre fabuleux, Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. C'est aux éditions Talendier. Alors, vous êtes petit-fils, fils d'officier, vous avez passé 36 années sur tous les fronts en première ligne. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la sûreté et de l'ingénierie immobilière du groupe d'immobilier commercial Unibail, Rodamco Westfield. Et c'est donc avec un petit peu de recul que vous faites mentir l'adage qui dit que l'armée est la grande muette. Je ne sais pas si l'armée est la grande muette. C'est un adage, c'est vrai, parce qu'on ne doit pas faire part de ses sentiments politiques. Et donc faire des commentaires sur la politique menée par le gouvernement. Mais en dehors de ça, les gens s'expriment, et c'est bien qu'on s'exprime. Je pense qu'il est utile de faire partager à nos concitoyens ce que vivent les militaires. D'abord, l'armée recrute, a besoin de nouvelles recrues tous les ans, en nombre assez important, et on a besoin de faire connaître ce qu'on y fait, la joie qu'on a d'y servir, le plaisir qu'on y prend, l'aventure, les aventures qu'on y mène. Et ça me paraît effectivement important et intéressant de communiquer sur ces sujets-là. Alors ce livre, je le dis, est passionnant, on n'a pas envie de le terminer, on le lit petit à petit, on s'en délecte. Le but, bien évidemment, c'était de partager votre vécu, les joies, les souffrances et les secrets des opérations. Et on est servi en entrant au cœur de l'action des forces spéciales. Pour rappeler, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, en France, les forces spéciales, c'est des unités qui existent au sein des 3 composantes de l'armée, on est d'accord, hein? Oui, c'est bien ça. Il y a des unités qui appartiennent à l'armée de l'air, à l'armée de terre et à la marine. Combien d'hommes il y a dans les forces spéciales ? Environ 4000 aujourd'hui. D'accord. 4000 hommes. Leurs missions sont assez variées finalement, hein. C'est très très varié. C'est un peu un couteau suisse dans les mains du chef d'état-major des armées pour faire plein de choses, pour tenter de libérer des otages, pour mener des actions en force, pour détruire un objectif ennemi, aider à la formation d'unités étrangères ou alliées. Donc effectivement, c'est un vrai couteau suisse dans la main du chef d'état-major des armées. Neutraliser les terroristes également. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce que je savais moins, c'est combattre les cartels de la drogue. Alors on ne combat pas les cartels de la drogue au sens où on ne va pas, par exemple, en Amérique du Sud. Ouais. On combat les trafiquants. On a combattu les trafiquants un peu en Afghanistan, même si on n'a pas vraiment voulu le faire, parce qu'en fait, finalement, en Afghanistan, on s'aperçoit que la population vit de la culture du pavot, et qu'en détruisant des cultures du pavot, finalement, on empêche les gens de vivre. Des paysans qui gagnent plus en cultivant le pavot qu'en cultivant du riz ou du blé. Donc il faut changer cette mentalité et ces cultures pour que ces paysans gagnent plus. Et puis au Sahel, où effectivement les trafiquants utilisent les voies commerciales habituelles des caravanes en particulier pour faire transiter la drogue sous toutes ses formes. Tout à fait. Actuellement, est-ce qu'on peut dire où sont, grosso modo, situées les forces spéciales qui sont à l'étranger ? Alors, en règle générale, elles sont pas loin de là où il y a des interventions de l'armée française. Donc, vous allez en trouver en particulier au Sahel aujourd'hui. D'accord. Elles sont parfois sous commandement étranger ? Alors, oui, comme ça m'est arrivé de l'être, sous commandement américain en Afghanistan lorsque j'y étais en 2006, où mon chef était américain. Mais bien sûr, il y a toujours le contrôle opérationnel, ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle opérationnel ou le commandement opérationnel, plus exactement, qui est toujours le chef d'état-major des armées, qui a toujours un droit de regard sur ce qu'on fait. D'accord. Et une des autres missions dont on n'a pas parlé, c'est que vous chassez aussi les criminels de guerre. Et il y a de longs chapitres là-dessus, à l'époque de la chasse après Karadzic. Absolument. Alors ça, c'était une de nos missions. La France était accusée à l'époque de ne rien faire contre des criminels qui avaient effectivement tué pas mal de gens, en particulier dans la région de Palais ou de Foča. La région de Palais, c'était la capitale de la Republika Srpska, c'était la République des Serbes de Bosnie, et dont le président était effectivement Radovan Karadzic. Et nous avons été chargés de rechercher ces criminels de guerre et de les arrêter, ce qu'on a pu faire pour une petite dizaine d'entre eux,
Nous n'avons pas trouvé malheureusement Radovan Karadzic, qui en fait était à Belgrade, donc au cœur de la capitale serbe, déguisé, il vivait comme un docteur. En sciences vous l'auriez pas reconnu, voilà, absolument. Ouais. Vous l'auriez pas reconnu, il avait les cheveux longs, une barbe longue, un accoutrement qui ne faisait ressembler en rien à ce qu'il était pendant la guerre, c'est-à-dire entre 92 et 97-98. C'est l'un des rares à être passé à travers les mailles de votre filet. Absolument. Mais vous décrivez effectivement la chasse à Karadzic et sur les autres criminels de guerre que vous attrapez. Et ça, c'est aussi un passage tout à fait incroyable. Je voudrais parler de formation des forces spéciales. On se doute qu'il faut des qualités physiques. Hein. Vous les testez, entre autres, avec, on le sait, des marches commando jusqu'à 50 km avec 25 kilos sur le dos, mais aussi des qualités psychologiques obligatoires. Comment se passent les stages de sélection et avec quel type d'exercice ? Alors, en général, ce sont des stages qui durent assez longtemps. Alors, vous avez des stages de présélection où, effectivement, c'est essentiellement des tests physiques. Vous avez également un aspect psychologique, donc où on fait rencontrer des psychologues les gens pour éviter d'avoir ce que j'appelle des mythomanes, donc des gens qui se tournent des films en disant « ça y est, je vais être le roi de la guerre », etc. On veut des gens qui soient stables émotionnellement parlant et des gens qui physiquement soient assez complets. On ne veut pas des athlètes de très haut niveau, mais on veut des gens... c'est des gars qui touchent un peu leur bille. Oui, on veut des gens qui soient... et surtout qui aient une aptitude à durer sur le terrain, une capacité à durer sur le terrain. Et donc ces stages de présélection, une fois qu'ils sont réussis, ensuite il y a les stages de formation, stages au cours desquels il y a un taux d'échec assez important. Taux d'échec parce que les gens en ont marre, en fait ils craquent psychologiquement, marre physiquement parce qu'ils peuvent se casser malheureusement, parce qu'en fait on saute en parachute, on court, on saute, on creuse des trous s'agissant du 13e RDP. Donc c'est des stages difficiles. Et il faut tenir dans la durée. Et ce qui permet de tenir dans la durée, c'est effectivement cette camaraderie et s'appuyer sur les autres. Et on n'est pas tout seul en réalité. C'est-à-dire que la force de ces unités, c'est la collectivité, c'est l'action collective. Donc l'individualité, c'est bien, mais on n'aime pas les individualités trop fortes. Il faut que ce soit des individus capables de se mélanger à d'autres et d'agir ensemble. Oui, le but, c'est de créer une cohésion sans faille. Hein. Absolument. Et donc de créer la confiance. Et une fois que ces gens, ces candidats ont fait tous les tests, on sait qu'on peut avoir confiance en eux parce qu'ils ont résisté à des tas de choses. On les a mis dans des situations où on va tester leur confiance, savoir s'ils nous disent vrai ou faux. S'ils ont merdé, ben ils ont merdé. S'ils ont réussi, ils ont réussi. Et c'est pas parce qu'on a merdé à un moment qu'on ne réussira pas le stage. D'accord. Ce qu'on veut savoir, c'est effectivement si on peut avoir entièrement confiance dans le candidat qui veut rentrer chez nous. Pour les jeunes gens qui nous regardent et qui voudraient faire une carrière dans l'armée, et pourquoi pas dans les forces spéciales, les 3-4 qualités importantes pour réussir ces tests et pour intégrer les forces spéciales. Je crois que la première qualité, c'est l'humilité. L'humilité. Être capable justement de ne pas se voir trop, mais capable d'encaisser, rester humble, capable d'encaisser, d'accepter l'adversité, évidemment une certaine rusticité également, une capacité à se dépasser en permanence. Voilà ce qu'on cherche chez les candidats. Alors c'est un métier magnifique, c'est un métier difficile, on va en parler, avec des moments de vie compliqués, mais c'est un métier où on est plutôt pas mal rémunéré. Combien ça gagne un force spéciale ? Alors déjà, il y a ce qu'on appelle chez nous la solde à l'air, donc en fait une prime à l'air, c'est-à-dire que si on saute en parachute, pour ça en fait il faut faire au moins 6 sauts par an et réussir des tests physiques. Et donc effectivement ça permet de monter la solde par rapport à un soldat normal d'à peu près 30%. Donc c'est... Et le fait aussi d'être en mission à l'étranger, on est mieux payé. Hein. Absolument. Donc moi, de fourchette, vous allez peut-être me contredire, mais je crois que c'est de 2 000 à 5 000 euros quand on est en France. Absolument. Et de 5 à 10 000 euros à l'étranger. En fonction du grade, parce qu'évidemment, plus vous montez dans la hiérarchie militaire, mieux vous êtes payé. Alors, vous narrez un stage de survie assez rigolo avec les SAS anglais. D'ailleurs, est-ce que justement, vous en avez déjà parlé dans les médias, mais pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez raconter cette petite anecdote rigolote avec les SAS anglais. C'est-à-dire qu'en fait, ce stage est un stage de résistance à l'interrogatoire, mais qui commence par une phase de survie sur le terrain. Et en fait, on part sans rien, si ce n'est qu'il nous donne un battle dress, donc une espèce de treillis de la Seconde Guerre mondiale avec marqué PW pour Prisoner of War dans le dos, et puis on nous lâche sur le terrain. Et je me suis rendu compte à un moment donné que l'un d'entre nous étions 5, l'un d'entre nous sort un billet de 5 livres. Or, nous avons été entièrement fouillés au départ. D'accord. Et donc je lui demande comment il a fait, et il me dit, en fait, je l'avais mis dans une capote anglaise. On était en Angleterre, c'était normal. Il l'avait avalé, et puis 2 jours après, c'est ressorti par les voies naturelles, et il l'avait ressorti
Et donc il l'avait exhibé, ce qui nous avait permis d'aller, alors que c'était totalement évidemment interdit, mais de franchir une rivière et d'aller chez l'habitant et nous faire payer quelques œufs brouillés avec des beans, donc des haricots, ce qui nous a effectivement soulagé parce que nous étions simplement ravitaillés avec tous les soirs 2 petits biscuits, un morceau de cheddar. C'est tout ce qu'on avait en fait comme nourriture pendant 5 jours avant d'être pris et d'être soumis à interrogatoire. Ça a toujours lieu, ces échanges avec les forces spéciales étrangères? Oui, et c'est indispensable. Ouais. C'est-à-dire qu'on se nourrit des capacités des autres, des savoir-faire des autres, et c'est absolument indispensable. Donc, bien sûr, avec les SAS britanniques, par exemple, dont je parle, comme avec les forces spéciales américaines, d'abord, on s'est retrouvés dans les mêmes zones d'engagement, que ce soit en particulier en Afghanistan, que ce soit aussi un peu en Bosnie, que ce soit en Irak. Donc, effectivement, il y a des échanges, mais l'amitié est d'autant plus forte qu'on a pu faire des exercices auparavant, ensemble, parce que finalement, on se connaît, et c'est beaucoup plus simple ensuite sur le terrain et en opération. Alors, qu'est-ce qui différencie les forces spéciales françaises des SAS anglais, des Navy Seals américains ou encore des Shayetet 13 israéliens pour prendre parmi les meilleurs? En réalité, je pense qu'on a des savoir-faire à peu près équivalents. On ne rapporte pas tous aux mêmes personnes, c'est-à-dire qu'en termes d'organisation, c'est pas forcément exactement la même organisation. Les SAS britanniques, par exemple, relèvent d'un directeur des forces spéciales et en son sein, en fait, ils peuvent mener à la fois des actions clandestines et des actions de forces spéciales. En France, on a donc le COS et on a le service action qui appartient à la DGSE. Ouais. Aux États-Unis, leurs forces spéciales sont beaucoup plus nombreuses. C'est pratiquement une véritable armée avec d'énormes moyens. Même chose qui appartiennent aux 3 armées, c'est-à-dire terre, air, mer, et également chez eux aux Marines. Puisque c'est une 4e armée chez les Américains. Et avec les Israéliens, c'est un peu pareil. Donc on a des stages de formation qui ne sont pas les mêmes, évidemment, des savoir-faire qui sont à peu près équivalents, c'est-à-dire que, mis tout bout à bout, en fait, quand vous prenez toute la panoplie française, entre le RAID, le GIGN, les forces spéciales et le service action, finalement, vous avez l'ensemble de la panoplie, ce que ça fait des forces spéciales dans tous les pays, j'allais dire. D'accord. On peut dire que les forces spéciales françaises, avec les SAS anglais, font partie du top 3 ? On est, oui, on fait partie au moins du top 5 en termes de capacité, de savoir-faire, à tel point, c'est que les Américains, mes homologues américains, au début de la guerre au Mali, en 2013, ils étaient sidérés parce qu'on avait réussi à faire, finalement, à peu nombreux, avec nos moyens français. On n'a jamais assez de moyens, bien évidemment, mais en fait, avec nos moyens français. Et c'est comme ça que mon homologue, qui était l'amiral Bill McRaven, m'avait proposé de me prêter des drones qui permettent de surveiller, effectivement, tout en me disant, moi, Christophe, je n'agis jamais sans avoir un drone au-dessus de la tête, alors que nous, on agissait sans drone au-dessus de la tête. Donc effectivement, c'est une aide, c'était un vrai plus de sa part. Et donc il y a une véritable amitié, une véritable camaraderie. Et reconnaissance. Et reconnaissance mutuelle, oui. D'accord. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « La mort en face ». Il y a toujours beaucoup d'émotions dans ce livre, surtout quand vous parlez de la disparition de camarades en opération. Comment on manage des hommes qui savent qu'ils peuvent trouver la mort ? Alors, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que sinon, si on sait qu'on va aller mourir, on le ferait pas forcément. On s'imagine toujours, c'est comme les accidents, que ça n'arrivera qu'aux autres. Malheureusement, ça arrive parfois. Et c'est vrai que lorsqu'on se prépare à une mission, une des techniques, je pense qu'elle est toujours faite, c'est-à-dire qu'on s'assure que les gens prennent une assurance vie. C'est un truc idiot, mais tout le monde en France n'a pas forcément d'assurance vie. Et pourquoi on prend une assurance vie ? Parce qu'on se dit, tiens, si jamais il arrive quelque chose, je peux laisser quelque chose à ma famille, à ma femme, à mon copain, à ma copine, bref, peu importe, mais en tous les cas, quelque chose. Et donc, intellectuellement parlant, le soldat ou le membre des forces spéciales qui fait ça se dit, bah tiens, il peut m'arriver quelque chose. Et c'est vrai que certains s'y préparent, et c'est vrai qu'on a avec nous également des aumôniers, alors qu'ils soient catholiques, protestants, juifs ou musulmans, mais en tous les cas, faut réfléchir au fait que demain il peut nous arriver malheur, ou il peut arriver malheur à notre meilleur ami qui est à côté. Donc oui, on s'y prépare. On n'en parle pas trop. C'est quelque chose, c'est un peu un non-dit, même si tout le monde en est bien conscient. Et j'ai pu le voir en Afghanistan, en particulier en 2006, lorsque l'un d'entre nous, malheureusement, est décédé. C'était le premier maître Loïc Lepage. Toute la communauté, enfin l'ensemble des 250 soldats qui étaient présents,
fortement touché. Bien sûr, son groupe auquel il appartenait plus fortement. Et derrière, on pense tout de suite aux familles. Mais c'est toute la communauté force spéciale qui est touchée. Et j'ai eu des témoignages de mes homologues américains, canadiens, britanniques présents sur place, néo-zélandais, absolument incroyables. Donc il y a une vraie communauté de forces spéciales qui se soutiennent les uns les autres. Et même chose quand un des leurs tombait. Il y a une cérémonie assez incroyable qui s'appelle la rampe cérémonie, dans laquelle finalement tous les gens sur la base font une espèce de haie d'honneur jusqu'à l'arrière de l'avion de transport qui va emmener le cercueil avec le corps de notre camarade tombé au combat. C'est très très émouvant. Tout le monde salue au passage du cercueil. Et finalement, c'est ce qui permet en même temps, il y a tous ces honneurs militaires, permettent, j'allais dire, d'assumer ce décès et finalement cette souffrance. Alors, en 2006, vous perdez un camarade. À Sarajevo, en 92, vous perdez 2 autres camarades. En Bosnie, en 95, un camarade dont l'épouse était enceinte. Comment on digère, comment on rebooste ces équipes par rapport à ces hommes, par rapport à soi, par rapport aux femmes et aux enfants? Je crois qu'en leur disant que, son mari, son père, son ami, a donné sa vie pour plus grand que soi. C'est-à-dire que finalement, c'est ce qui fait la grandeur du soldat, c'est qu'on est prêt à donner notre vie pour les autres, finalement, et en particulier pour notre pays, mais également au sein du pays, c'est les citoyens qui forment ce pays ou cette nation. Et c'est ça qui est important. Et je crois que c'est ce dépassement, le fait qu'on meurt pour quelque chose de plus grand que soi, qui fait que c'est acceptable. Alors, bien sûr, les familles n'acceptent pas forcément au départ, mais en tous les cas, tout ce cérémonial militaire, et j'en parle dans mon livre en disant qu'effectivement, le président Nicolas Sarkozy avait permis ce cérémonial militaire dans la cour des Invalides, avec la reconnaissance de l'État, c'est absolument indispensable pour les familles, pour les amis, pour les frères d'armes de ces gens qui sont au combat, pour faire le deuil. D'accord. Et ma femme me dit elle-même que lorsqu'elle assistait à des cérémonies de soldats tués au combat, etc., il y a tout un cérémonial militaire qui est quand même assez fascinant et qui permet justement de se dépasser. Enfin, et on sent qu'on n'est pas seul et qu'on est bien accompagné par une communauté, qui est la communauté militaire en l'occurrence, qui est une vraie famille en fait. Il y a un chapitre sur les succès et les déceptions. Alors, outre bien évidemment cette tristesse de perdre des camarades, quelles sont vos plus grandes déceptions, vos plus grands coups durs que vous ayez vécus en opération? C'est la perte de camarades, bien sûr, ouais. Parce que même si c'est pas un échec en soi, on le prend un peu comme un échec, c'est-à-dire qu'on se dit merde, qu'est-ce qui aurait pu faire qu'il ne meure pas? C'est le cas, par exemple, avec la perte de Damien Boiteux en janvier 2013, au moment où on pénètre donc au Mali pour arrêter les djihadistes qui descendaient vers Bamako. Là, effectivement, quand je suis allé dire au chef d'état-major des armées, à l'amiral Guillot, voilà, amiral, on a perdu un de nos pilotes d'hélicoptère, on a perdu un hélicoptère. Oui, on pense ça comme un échec, c'est-à-dire merde, qu'est-ce que j'ai pas prévu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment bien, est-ce qu'on n'a pas planifié, etc., etc. Donc oui, c'est en permanence une remise en question. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que j'appelle le retour d'expérience. Le RETEX pour les militaires, le monde civil appelle plutôt REX. Mais ce retour d'expérience est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'à partir de ces échecs, mais comme de ces succès d'ailleurs, c'est-à-dire que le retour d'expérience est nécessaire même en cas de succès. Pourquoi est-ce qu'on a gagné? Pourquoi est-ce qu'on est vainqueur là? On aurait pu perdre si telle chose et telle chose. Mais là, on a fait ça, comme ça, comme ça. Ce qui permet, la prochaine fois, soit de refaire la même chose, peut-être différemment, mais en tous les cas, d'amener un nouveau succès. Ou alors d'éviter un nouvel échec. En termes de déception, j'ai aussi décelé la problématique de l'utilité des casques bleus. Ah. Parce que, vous le dites, finalement, on ne peut pas utiliser nos armes. Et parfois, quand on voit des massacres devant nous, on ne pouvait pas intervenir. Ça, c'était le plus dur. En effet, ça, c'était quand j'étais en Bosnie en 1992. Et donc, c'est le début de la guerre. En fait, on y est allé pour une guerre entre Serbes et Croates. Et finalement, on s'est retrouvé dans une guerre entre toutes les parties prenantes de la Bosnie-Herzégovine. Mais en casque bleu, en fait, on ne peut pas intervenir comme ça. On est force d'interposition. Donc, on doit s'interposer pour faire la paix. Et comment s'interposer sans armes, entre guillemets? C'est toute la difficulté, surtout quand les gens ne respectent pas forcément ça. Et le paroxysme atteint, c'est quand effectivement les Serbes ont pris en otage des casques bleus, dont des casques bleus français, et c'est au moment où le président Chirac décide effectivement de dire bon, stop, qu'ils utilisent leurs armes.
c'est la reprise du pont de Verbania en particulier, et puis c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire que la France n'interviendrait plus sous casque bleu, mais interviendrait sous son uniforme propre, en mesure d'imposer la paix, et non pas de s'interposer. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors on a encore des casques bleus, par exemple, au Liban, mais dans une mission qui dure depuis des années et des années. Mais c'est le seul endroit où on en est en réalité. Vous avez également écrit un chapitre sur les innovations techniques qu'on imagine importantes pour les forces spéciales. En quoi ces nouvelles technologies ont fait progresser les forces spéciales et quelles sont celles d'un futur proche que vous attendez le plus? Difficile de dire. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller regarder ce que les créateurs de films de science-fiction font. Quand vous regardez certains vieux James Bond, avec certains gadgets, disons, mais ça, à l'époque, vous dites ça n'existera jamais. En fait, aujourd'hui, ça existe, voire c'est même mieux que ce qui avait été envisagé par les concepteurs de ces gadgets. Alors, je parle de science-fiction. James Bond, c'est pas de la science-fiction. En tout cas, ça peut parfois un peu en être. Mais on s'en rapproche de plus en plus. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des outils légers, qui nous aident bien en termes de vision nocturne, en termes d'appui, en termes justement de drones, en termes d'intelligence artificielle pour réfléchir plus vite que nous aider à réfléchir concrètement sur des données que nous recueillons mais que nous ne sommes pas en mesure d'analyser suffisamment vite. Donc c'est pour ça que j'avais créé un salon qui s'appelle le SOFINS, qui est le salon des forces spéciales, qui se tient à Bordeaux tous les 2 ans. Le prochain devrait avoir lieu en fin juin prochain. Si on peut. 2021, j'espère qu'on pourra, dans lequel, effectivement, l'idée, c'était que les PME françaises puissent proposer à nos homologues donc des forces spéciales de pays étrangers. La première année, on l'a créée en 2013, il y avait 35 délégations. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 50 et 60 délégations étrangères qui viennent et des contrats se signent. Alors pourquoi Bordeaux? Parce que c'est le camp de Souges et qu'en fait, on peut faire des essais de ce que proposent ces industriels directement sur place. Donc en fait, c'est un salon de professionnels pour des professionnels. Alors c'est du B2B et du B2C en même temps, mais c'est extrêmement utile. C'est-à-dire que l'idée, au départ, c'est que ces petites PME françaises n'avaient pas de débouché. Donc en fait, elles ne voulaient pas créer ce dont on avait besoin sur fonds propres. Elles disaient, mais si l'État nous aide. Mais pour l'État, en fait, c'est des trop petits budgets. Donc la délégation générale à l'armement, qui vraiment est là pour ça, en fait, elle traite de la construction de sous-marins, de chars, de canons. Donc, alors que là, on a besoin de petits gadgets, en fait, type MacGyver, pour ceux qui ont connu la série télévisée avec MacGyver. Mais c'est exactement ce dont on a besoin, et c'est lieu tous les 2 ans. Donc, c'est le SOFINS pour Special Operations Forces Innovation Seminary. Network aussi, il y a un network dedans, de l'EN. Et ça permet effectivement de dialoguer directement avec les industriels, parce que toutes les unités des forces spéciales ont en leur sein une cellule dédiée à l'innovation. D'accord. C'est un peu le Q dans James Bond. Exactement, c'est exactement ça. Et on teste plein de choses. Et quand j'étais jeune officier au 13e RDP, on m'a fait tester plein de choses. Et qu'est-ce que vous avez vu arriver sur le terrain qui vous a aidé, par exemple ? Non, j'ai un exemple en tête, mais qui peut paraître idiot. C'est on testait des chaussures qui permettent de rester les pieds secs, parce que la Rangers militaire avait une particularité, c'est qu'elle était étanche, mais c'est-à-dire que l'eau, une fois rentrée, n'en sortait plus. D'accord. Et donc il fallait parce qu'elle était étanche, elle n'empêchait pas l'eau de rentrer, mais elle empêchait d'en sortir. Et donc voilà, on avait testé des chaussures, donc je regardais la même paire de chaussures pendant une semaine. Je suis pas sûr que je les ai gardées parce qu'en fait elles n'ont pas donné satisfaction. Mais donc en fait on teste tout, on teste les rations, des rations pour être nourris, parce qu'en fait on partait en autonomie pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Donc il fallait emmener toute notre nourriture avec nous. Donc on teste tout. On teste aussi bien les moyens de vision nocturne, les GPS, les compas, des nouvelles armes plus légères, plus précises, tout un tas de systèmes qui nous aident sur le terrain et qui permettent de réussir et d'obtenir le succès. Est-ce que finalement on attend des nouvelles technologies, qu'on arrive à une guerre avec 0 mort dans le camp justement de ceux qui les possèdent ? Je ne crois pas qu'une guerre soit possible avec 0 mort. Alors, on a ce sentiment un peu de supériorité occidentale parce qu'on détient des tas de technologies qui permettent effectivement d'avoir cette supériorité numérique, ou cette supériorité en tous les cas technologique, à défaut d'être numérique. Parce que finalement, ce qui fait la force des forces spéciales, ce n'est pas le nombre de forces spéciales, c'est l'effet de surprise. Et cet effet de surprise, on l'obtient par la discrétion préalable évidemment à l'action, mais également par cette capacité à mener l'action avec des moyens aériens, des moyens de vision longue distance, qui permettent de s'affranchir d'un certain nombre de prises de risques
Sachant que de toute façon, à la fin des fins, il faudra que l'homme y aille. Alors vous allez me dire, l'utilisation par exemple de drones armés évite ça. C'est vrai, mais on ne peut pas toujours utiliser des drones armés, et les drones armés utilisés par l'armée française, c'est très très récent, jusqu'à une date encore très récente, datée d'il y a 1 ou 2 ans, on n'utilisait pas de drone armé. Le drone était là pour faire de la surveillance, absolument pas pour aller détruire un objectif ou neutraliser des terroristes, comme nous le disions tout à l'heure. Donc, de toute façon, à la fin des fins, il y aura des hommes sur le terrain pour aller récupérer, par exemple, ce qui a été détruit, parce qu'en fait, à partir des éléments récupérés sur le terrain, eh bien, on peut continuer les recherches, savoir où sont les katibats terroristes, parce que grâce aux éléments qu'on récupère. Mais donc, en fait, on est obligé d'envoyer des hommes sur le terrain, quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, c'est assez rigolo, chaque chapitre débute par une citation, des citations parfois drôles et décalées, d'auteurs qu'on ne s'attend pas à lire, dans un livre sur les forces spéciales. Alors, il y a du Shakespeare, il y a du Syntex, il y a du Napoléon, ça peut paraître normal, mais on y trouve aussi du Maradona, Diego Maradona, le footballeur, Audiard et des proches. Ouais, il me semblait intéressant de mettre en tête de chapitre une citation qui amène un peu le sujet. Celle de Maradona est en effet assez drôle, c'est-à-dire que, en résumé, je crois qu'il dit que si on garde le ballon, c'est comme si on dansait avec sa sœur. Et si on garde le ballon sans tirer, sans shooter, c'est comme si on dansait avec sa sœur. L'idée, c'était de bien montrer que, au bout d'un moment, il faut décider. Il faut utiliser ses forces spéciales et ne pas tourner en rond sur soi-même. Voilà, au bout d'un moment, oui, il y a une précision. Et un chef est là pour décider. Et ce qu'on attend d'un chef, de tout chef, d'un manager dans le monde civil, c'est exactement pareil. On attend qu'il décide. Et qu'on ne tourne pas trop en rond avec des systèmes de réunionites qu'on aime beaucoup. Vous savez que quand on est face à un problème, souvent on crée une commission, un groupe de travail. Ça évite de prendre la décision trop vite. C'est un peu ça que ça voulait souligner. Alors, on va parler de sécurité privée d'ici quelques instants. D'abord, je ne savais pas que les chanteurs Christophe et Maxime Le Forestier ont fait partie des forces spéciales. Ils n'ont peut-être pas été au bout. Non, c'était pas. Alors, à l'époque, c'était encore un régiment d'appelés. Les forces spéciales en tant que telles n'existaient pas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais effectivement, ils ont fait leur service militaire, en tous les cas un début de service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze, avec le succès que l'on sait, puisque les deux finalement n'ont pas vraiment fini leur service militaire. Mais c'était... Tant mieux pour la chanson, et peut-être pour les forces spéciales. En tous les cas, Christophe, le chanteur Christophe, dit qu'il a... Je crois que c'est les... Alors, quelle chanson a-t-il écrite à Dieuze, d'ailleurs, pendant son service militaire. D'accord. Donc c'est assez intéressant, c'est amusant. C'était plus le clin d'œil pour raconter cette petite histoire qui était intéressante. Alors après la chanson, le cinéma, les films sur les forces spéciales sont légion, c'est le cas de le dire. Si je vous en cite quelques-uns, Du sang et des larmes avec Mark Wahlberg, La chute du faucon noir de Ridley Scott avec Josh Hartnett et Ewan McGregor, Zero Dark Thirty sur l'opération pour abattre Ben Laden, et le film français Force spéciale avec Diane Kruger et Benoît Magimel. Quel est votre préféré? Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty. Pourquoi? Parce qu'il montre bien toute la nécessité d'obtenir l'enseignement préalable, même si je trouve que dans Zero Dark Thirty, la phase initiale qui commence par la torture est un peu trop longue à mon goût, même si effectivement les Américains l'ont pratiqué dans ce cas-là. Mais on voit bien que la difficulté, et à un moment donné, ils se disent, mais attends, il faut qu'on réfléchisse différemment, il faut qu'on revoie tout le process, ça nous amène à rien. Et donc, en se remettant en condition, c'est-à-dire en repartant de zéro avec les éléments, en reprenant des éléments, ils arrivent à trouver Abbottabad, l'endroit où se cache Ben Laden. Et on voit l'action telle qu'elle a dû se passer de nuit. C'est filmé de nuit avec en vision verte, c'est-à-dire en jumelle de vision nocturne. Ouais. Et on se rend très bien compte de ce que c'est. Ça, je trouve que c'est un très bon film pour ça. Du sang et des larmes permet de voir que sur le terrain, on a l'impression que c'est facile, mais que d'un seul coup, ça tourne au cauchemar. Ouais. Et ce que vivent ces Américains dans Du sang et des larmes, certaines forces spéciales françaises l'ont vécu, alors pas aussi tragiquement, mais en tous les cas, certains se sont vus, comme eux, entourés par des tas de talibans, en disant « mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir ?» Ils s'en sont sortis, fort heureusement, mais blessés pour certains nombres d'entre eux. Force spéciale, le film français n'est pas crédible, de mon point de vue. Bon, j'avais entendu dire que c'était le film fétiche des forces spéciales, justement. Il n'est pas crédible dans le sens où les mecs tirent tout le film, dans tous les sens. Soit ils ont un camion de munitions derrière eux. Non, c'est au sens où, bon, voilà. Et puis la chute du faucon noir est très très réaliste. Alors, très très réaliste. Et on voit très bien que ça peut, d'une action qui paraît simple au départ, on les voit quand ils partent, ça peut tourner rapidement au drame si on n'a pas tout prévu. Et on voit bien la difficulté dedans, effectivement, c'est que
pense que l'analyse des cas non conformes, c'est qu'avant une opération de force spéciale, on étudie le maximum de cas non conformes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer, et on réfléchit si jamais on perd un hélicoptère, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête la mission, est-ce qu'on se concentre sur cette perte d'hélicoptère, si on a un homme blessé, qu'est-ce qu'on fait. Donc on imagine des tas de scénarios auxquels on réfléchit, et si on n'a pas de solution, on dit ok, on avorte la mission. Je pense que dans ce cas-là, dans le cas du feu Condor, je ne suis pas certain qu'ils aient envisagé tous les scénarios, et on voit bien les difficultés qu'ils ont à se retrouver dans une ville très très compliquée qui était Mogadiscio, avec malheureusement la mort de pas mal de soldats américains. Oui. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes désormais directeur de la sûreté de l'ingénierie immobilière du groupe d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield. Pour faire le lien entre sécurité publique et sécurité privée, pensez-vous que le continuum de la sécurité, avec entre autres le Beauvau, avance suffisamment aujourd'hui ? En fait, je vais faire une petite... je suis directeur sûreté, gestion du risque et gestion de crise. D'accord. Alors oui, il y a un continuum. On dialogue avec le SGDSN, par exemple. On dialogue avec le ministère de l'Intérieur. Et on voit bien, effectivement, que les agents de sécurité, aujourd'hui, sont en grand nombre en France. Il y a des tas de sociétés qui sont de plus ou moins plus grande taille, mais avec lesquelles on travaille tous les jours. C'est-à-dire qu'en tant que directeur de la sûreté d'un groupe comme Unibail-Rodamco-Westfield, en fait, j'utilise des prestataires. Les agents de sûreté n'appartiennent pas à Unibail-Rodamco-Westfield, ils appartiennent à des prestataires avec lesquels on a un contrat pour protéger nos centres commerciaux. Il est évident, comme on a vu avec la police municipale, il y a quelques années, souvenons-nous, la police municipale, c'était le cantonnier, c'était le... Aujourd'hui, ils sont armés, ce sont des gens formés, ce sont des gens extrêmement utiles. Et est-ce que finalement on ne va pas vers ça avec la sécurité privée ? Je pense qu'il est nécessaire d'y aller, avec des gens mieux formés encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, même s'ils sont formés, bien sûr. Et donc, pour monter un peu le niveau de ces agents de sûreté, mais je pense qu'il y a un vrai continuum, parce qu'on participe, et c'est ce que je fais au quotidien, on participe de la sécurité au niveau d'un pays. Alors, le groupe Unibail-Rodamco-Westfield est réparti sur 13 pays, États-Unis et 12 pays en Europe. Donc sur deux continents. Mais c'est vrai qu'on travaille uniquement avec des prestataires, et c'est vrai qu'en France, il y a un travail particulier avec le ministère de l'Intérieur dans ce domaine-là. Dans les autres pays, c'est très différent. Ça dépend bien sûr de la culture des pays, mais certains pays européens, par exemple, n'avaient pas un regard sur la sécurité privée très intéressé. De plus en plus, tous les pays ont été confrontés à des actions terroristes. On l'a encore vu en Autriche très récemment. Et donc, petit à petit, effectivement, toutes ces entreprises de sécurité privée montent en puissance. Le niveau des agents est en train de monter également. Donc, effectivement, ça participe de la sécurité collective, indéniablement. Comme vous, il y a beaucoup d'anciens militaires ou policiers qui passent dans le privé. Quel est l'apport, justement, de ces gens qui viennent du public vers le privé ? J'allais dire que chez les directeurs sûreté, je pense qu'on est entre 80 et 90% à être issus de l'administration, au sens large. C'est-à-dire anciens policiers, anciens militaires, anciens gendarmes. Et j'espère qu'il se créera effectivement une dynamique, c'est-à-dire qu'on a des jeunes gens qui sont des futurs directeurs sûreté, mais qui ne sont pas forcément issus de l'administration. Ça me semblerait bien, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de quelques jeunes, mais vous en connaissez forcément, qui n'ont pas eu de passé, ni militaires, ni policiers, ni gendarmes, et qui arrivent à des niveaux de directeur sûreté. Et je trouve ça très bien. Et de plus en plus, alors on en a quelques-uns qui viennent en stage en alternance, alors après qui peuvent réorienter leur carrière, mais en tous les cas, on voit bien que tous mes homologues directeurs sûreté, on cherche à élargir le panel. Ce que je regrette un peu, c'est que c'est un monde qui est encore très masculin. Oui, c'est vrai. Mais quand on cherche à recruter des femmes, on ne trouve pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément un métier dans lequel elles vont naturellement. On en trouve beaucoup plus dans le marketing, par exemple, ou dans d'autres métiers. Mais dans le métier de la sûreté, on en trouve moins, même si je reconnais que petit à petit, un certain nombre d'entre elles arrivent. Est-ce que pour ces anciens de la police ou de l'armée, il n'y a pas, par exemple, un manque d'expertise en sécurité incendie, entre autres ? Alors bien souvent, les entreprises ont des anciens pompiers, qui eux sont des experts incendie et qui permettent un dialogue très naturel avec les pompiers, qu'ils soient des pompiers militaires ou civils, pompiers militaires pour s'agissant de Paris et de Marseille, et civils s'agissant du reste du territoire français. Oui, bien sûr, souvent dans les équipes, il y a d'anciens pompiers. D'accord.
Alors pour terminer, je voulais avoir votre avis sur l'évolution du métier justement de directeur sécurité dans un futur proche. Alors, en fait, le directeur sûreté n'est pas dans le core business, mais en tous les cas, il accompagne ce core business. Parce que dans le cas d'un groupe comme Unibail-Rodamco-Westfield, il faut que le client qui vient visiter un de nos centres se sente en sûreté, en sécurité quand il rentre dans un centre commercial. Et finalement, c'est là mon job. Donc en fait, on participe, quel que soit le métier d'ailleurs du directeur sûreté, enfin quel que soit le périmètre du directeur sûreté, ou quel que soit le groupe, finalement, il participe au business, je veux dire, de la boîte. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'aucun directeur sûreté n'a exactement le même périmètre. Tout dépend bien sûr du métier de la boîte, de l'entreprise. Tout dépend de ce qu'on lui laisse faire. Par exemple, moi, j'ai la responsabilité des risques, de la gestion de crise et de la sûreté, mais aussi de la sécurité incendie. Et donc du suivi des impacts liés au COVID, à la crise Covid par exemple. Donc, effectivement, c'est un panel assez large. D'autres auront par exemple la partie cyber security sous leur responsabilité, d'autres non, d'autres sont également chargés de la fraude, de la compliance. Tout dépend un peu de l'organisation de chaque entreprise. Mais il y a un effet majeur, enfin en tous les cas un point majeur qui reste, c'est la sûreté de l'entreprise, sûreté, protection des biens et des personnes. Et finalement, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que le patrimoine immobilier de l'entreprise demeure. On fait en sorte que le personnel, les employés, comme, j'allais dire, les clients, si clients il y a, soient protégés et se sentent en sûreté dans ces entreprises. Merci beaucoup Christophe Gomard. Précipitez-vous chez votre libraire. Hein. Allez chez un libraire, c'est important de les faire vivre. Pour acheter ce livre totalement passionnant, Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales, c'est aux éditions Talendier et ça vaut 19,90 €. Merci Christophe Gomard. Merci beaucoup. Sur le plateau d'Agnews Sécurité. Tous les autres livres présentés dans cette émission, ainsi que toutes les autres émissions sont à découvrir sur le site Agnews Sécurité qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation, à Soline Squill à la prod et post-prod, ainsi qu'à la Dream Team Agora. À très très vite. En attendant, prenez soin de vous.